Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito aborde les 3 sujets suivants. L'activité physique et la sédentarité des jeunes. Il sera aussi question des liens entre philosophie et roman. Et enfin, nous nous questionnerons sur l'entretien des réseaux routiers non revêtus. Nos jeunes font-ils assez d'exercice physique? Teguen Gadé, qui représente la faculté des sciences de l'éducation, combat la sédentarité des jeunes, notamment par différentes stratégies d'intervention, comme le pentathlon. Teguen Gadé, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté des sciences de l'éducation et plus précisément le département d'éducation physique. Oui, effectivement. Vous vous intéressez à la sédentarité des jeunes, mais d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la sédentarité? Sédentarité, c'est un phénomène complexe, mais pour rendre les choses assez simples, dans le fond, c'est un manque d'activité physique, une inactivité physique des jeunes, particulièrement dans nos sociétés occidentales. Mais depuis les dernières années, les études nous ont montré que cette sédentarité avait tendance à se développer même dans les pays qui ne sont pas les pays développés. Comment va se manifester cette sédentarité du point de vue des jeunes? Alors, plusieurs phénomènes peuvent être observés. Tout d'abord, on a des jeunes qui sont très peu actifs, qui ne font pas d'activité physique, qui ne vont pas jouer dehors, qui ne font pas de sport et qui préfèrent plutôt passer leur temps devant des écrans de télévision, des écrans de jeux vidéo ou même maintenant avec les nouvelles générations de cellulaires, de tablettes numériques, etc. Les études nous renseignent que, il y a 2 éléments importants qui risquent de s'en venir. D'abord, un manque de rentabilité économique. Les jeunes qui deviennent adultes et qui ne font pas accès à l'activité physique deviennent très vite stressés, ont du mal à gérer le rythme de vie, surtout le vie de nos jours qui est très effréné. Et puis le deuxième élément, ce sont toutes les conséquences sanitaires. Beaucoup de jeunes qui deviennent adultes développent des maladies comme le diabète, comme les cancers, comme différents types, comme l'obésité, qui ont et qui vont avoir des coûts astronomiques pour les différents systèmes de santé. Depuis quand est-ce qu'on se préoccupe, la recherche en tant que telle se préoccupe de la sédentarité des enfants? Alors il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu d'abord l'émergence de tout le problème de l'obésité, qui a été associé aussi aux maladies cardiovasculaires, qui a fait l'objet des études depuis une 50aine d'années environ, donc c'est quand même assez vieux. Là-dessus, la recherche est très bien documentée. La sédentarité est plus un phénomène récent, j'ai envie de dire plus une 20aine d'années environ, et surtout avec les nouvelles méthodes sur lesquelles on s'est intéressé pour essayer de contrer cette sédentarité, notamment dans ce qui est de mon domaine, donc les stratégies d'intervention pour essayer de contrer cette sédentarité. À l'échelle québécoise, est-ce que vous aurez des chiffres à nous donner pour parler de sédentarité? Alors, en 2005, une étude qui avait été faite par Kino Québec, donc un institut national de santé juvénile, et nous rapportait que c'était entre 20 et 42% des jeunes qui étaient suffisamment actifs, donc qui faisaient suffisamment d'activité physique. Une statistique toute récente qui date de 2012 nous dit que c'est 30% seulement des jeunes qui seraient actifs. Donc, vous voyez, on reste quand même dans cette moyenne de 30% et surtout un 70% de jeunes qui restent très sédentaires. En luttant contre la sédentarité, quel genre de gains on peut faire? Alors, les études nous informent qu'il y a principalement 3 plans sur lesquels on peut travailler et sur lesquels on peut améliorer la santé humaine. Le premier plan, c'est le plan physiologique, physique, dans lequel on peut faire des gains par rapport à la perte de poids. On peut améliorer sa santé cardiovasculaire, on peut avoir une meilleure respiration, on peut avoir un meilleur fonctionnement du cœur, etc., etc. Le deuxième gain qu'on peut avoir, c'est au niveau mental, psychologique. Beaucoup de stress peut être diminué avec l'activité physique. On peut également faire des gains par rapport à l'environnement dans lequel on se situe, l'estime de soi. Tout ça, ce sont des concepts reliés au mental. Et puis finalement, le dernier volet, c'est le volet social, par rapport à tout ce qui est les relations au travail, les relations avec les autres personnes, le fait de travailler en groupe, le leadership, tous ces concepts-là qui sont améliorés par l'activité physique. Je vous donne des exemples de sport d'équipe, par exemple, qui améliorent justement la communication entre les pairs.
quels sont les outils, les solutions que vous apportez pour contrer la sédentarité? Alors moi, j'ai plus particulièrement travaillé sur un programme qui s'inscrit dans ce qu'on appelle les stratégies d'intervention. C'est une voie de la recherche qui s'est développée il y a à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et l'objectif est de fournir des moyens aux intervenants, comme les éducateurs physiques, les enseignants, pour amener les jeunes à être plus actifs. Les enseignants sont les personnes, les premiers répondants en dehors des familles auprès de ces jeunes, et plusieurs études ont démontré, notamment dans les années 2000 et 90, que eh bien, les enseignants n'avaient pas de moyens, n'avaient pas d'outils à leur disposition. Donc, par la suite, ont été développées un certain nombre de stratégies d'intervention qui visent soit de faire de la prévention auprès des jeunes, soit faire de la mise en action. Je prends l'exemple au Québec du défi 35 ou du défi Moi je croque ou du défi Pierre Lavoie. Ce sont des défis dans lesquels les jeunes embarquent, font une activité physique, donc sont mis en action. Et puis on parle d'un dernier type de stratégie qui sont celles qui cherchent à développer une gestion autonome de la vie physique. Et c'est dans celui-là que je m'inscris, moi, avec le programme qui s'appelle le pentathlon en équipe. Vous dites avoir choisi le pentathlon. Dites-nous pourquoi. Alors, moi je travaille donc au département d'éducation physique de l'Université Laval et un groupe de chercheurs a développé cette stratégie d'intervention qui s'appelle le pentathlon en équipe. C'est un programme qui s'implante sur 8 semaines dans les écoles québécoises pour essayer de stimuler la pratique d'activité physique des jeunes. Donc, sur 8 semaines, ce qu'on demande aux jeunes, aux élèves, c'est d'embarquer dans un espèce de grand jeu pour lesquels ils sont motivés et pour lesquels ils ont à choisir les activités qu'ils souhaitent. Et ils ont deux choses à reporter, la nature de l'activité physique qu'ils font et la durée de l'épisode qu'ils font. Ils ont deux jeux dans lesquels ils doivent s'implanter. Le premier jeu, c'est un jeu individuel dans lequel ils doivent cumuler un certain nombre d'heures. Et l'autre, c'est un volet collectif puisqu'ils font partie d'une équipe et pour lequel ils ont plusieurs exigences à remplir. Des exigences de toucher plusieurs activités physiques, des activités aquatiques, des activités cycliques, donc comme le jogging, le vélo, des activités de sport d'équipe, comme le soccer, le hockey, des activités artistiques comme la danse, la jonglerie, etc. Et puis des activités qui sont de ce type sport duel, comme le judo ou le karaté. Comment est-ce que ces jeunes-là ont réagi par rapport à ce programme qui allie autant l'aspect intellectuel que l'aspect physique? Alors c'est ça qui est intéressant, dans le cadre de ma recherche pour le doctorat, j'ai implanté ce projet dans 5 écoles de la grande région de Québec. 2 provenaient des milieux défavorisés, 2 milieux très favorisés et puis un milieu moyen. Et on a observé, puisqu'on a eu les résultats tout récemment, que le programme avait été efficace dans à peu près tous les milieux, aussi bien les milieux défavorisés que les milieux favorisés et moyens. Donc ce qui donne vraiment une belle conclusion pour ce programme qui avait déjà eu des bonnes conclusions dans les précédentes études. On savait que les jeunes appréciaient ce programme, on savait qu'ils aimaient embarquer et on savait qu'ils aimaient surtout qu'ils aimeraient le refaire. Donc c'est vraiment très positif pour ce programme-là. Maintenant que le programme en tant que tel est terminé, qu'est-ce qui va devenir de la relation entre sédentarité et ces jeunes? Alors, c'est une bonne question. Probablement que les conclusions de cette recherche vont être de continuer à implanter ce genre de stratégie puisqu'elles s'avèrent gagnantes. Elles s'avèrent gagnantes puisqu'elles sont efficaces, elles permettent d'augmenter la pratique d'activité physique des jeunes pendant l'implantation, la période d'implantation. Par la suite, c'est sûr qu'il va falloir diversifier aussi ce type de stratégie, puisque là on a parlé de stratégie d'activité physique, mais on pourrait tout à fait avoir des stratégies de nutrition, d'une meilleure sommeil, d'une meilleure condition de vie, etc., etc. Donc il y a une diversité à aller chercher au niveau de ces stratégies. Davantage sur le côté des facteurs, j'ai envie de vous dire qu'il y a un gros travail à faire au niveau de tout ce qui est la société, tout ce qui est les politiques, pour mettre en place tout un ensemble de moyens et de procédures, peut-être vraiment de politiques à l'égard d'une population active. Maintenant que votre étude est terminée, à qui la destinez-vous précisément? J'ai envie de la destiner à tous les jeunes québécois, puis j'ai envie même de l'offrir à tous les jeunes de la planète. Il est urgent, mais il est même impérativement urgent de faire quelque chose par rapport à ça. L'activité physique est un besoin
de l'être humain. Il en a besoin, sinon il ne pourra pas continuer à vivre sainement. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de la société, c'est un travail global qu'il faut mettre en place, qui a déjà été commencé à travailler, mais il a besoin du support et de l'appui de la société en général, et j'ai même envie de dire de l'ensemble des sociétés sur la planète. Tegwen Gade, merci. Merci beaucoup. Les liens entre philosophie et littérature remontent jusqu'à Platon. Philippe Hadot, qui représente la faculté de philosophie, s'est intéressé à Tolstoï, un écrivain russe qui s'est servi du roman pour rendre compte de son questionnement existentiel. Philippe Hadot, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté de philosophie et plus précisément, vous vous intéressez à la pensée philosophique de Léon Tolstoï. Voilà, Léon Tolstoï est un écrivain russe du 19e siècle et j'ai décidé de me concentrer sur Anna Karénine, un roman qu'il a écrit aux alentours de ses 50 ans. Parce que je pense que dans ce roman-là, vraiment, on peut bien exploiter la pensée philosophique de Tolstoï. Alors, quelle est l'histoire d'Anna Karénine? En fait, bon, on s'en doute, évidemment, c'est l'histoire de l'héroïne Anna Karénine qui donne son nom au roman, mais c'est aussi l'histoire de Constantin Lévine, et il faut vraiment voir le roman comme deux destinées qui s'opposent. Ça a vraiment été construit comme ça. Donc on a d'un côté l'histoire d'amour d'Anna, qui est une jeune aristocrate du 19e siècle, qui évolue dans la société mondaine russe. Elle est mariée à un haut fonctionnaire de l'État, et elle rencontre un jeune officier de l'armée et elle tombe follement amoureuse. Donc d'un côté, il y a son histoire à elle, et de l'autre, il y a l'histoire de Constantin Lévine, qui est aussi aristocrate, qui vit lui à la campagne, et qui est l'incarnation vraiment fictive de Léon Tolstoï. Et lui aussi, il va vivre une histoire d'amour, mais vraiment, ce qui les oppose tous les deux, c'est que d'un côté, Anna Karénine va illustrer ce qu'on appellerait une existence du corps, vraiment. Elle va rester au niveau de l'existence corporelle, alors que Lévine, au contraire, va être profondément marqué par un questionnement existentiel. Il va, tout au long du roman, chercher un sens à son existence, être obsédé par le suicide, par la mort, et finalement, justement, s'élever d'une existence corporelle à une existence vraiment plus spirituelle. Et donc c'est vraiment l'enjeu du roman, et c'est aussi l'enjeu de la vie de Tolstoï lui-même. Quel a été l'intérêt pour vous, une étudiante en philosophie, d'aller pencher vos recherches sur un romancier puis un roman? Alors c'est vrai qu'en philosophie, c'est rare d'utiliser comme objet d'étude un roman. Moi j'étais en deuxième année de philosophie quand j'ai lu Anna Karénine. Et si je suis allée en philosophie, c'est notamment pour pouvoir également faire de la littérature, une autre discipline qui m'intéresse énormément. Moi, je suis partie du présupposé que Tolstoï, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, a vraiment fait de la philosophie dans ses romans. Et Albert Camus disait d'ailleurs, si vous voulez être philosophe, écrivez des romans. Je pense que le roman, justement, permet de faire des choses que les essais théoriques en philosophie ne permettent pas toujours de faire. D'abord, il y a un accès facilité aux idées, parce qu'il y a vraiment l'idée des idées incarnées. Puis surtout, dans un sujet comme l'existence, on est auprès des choses, auprès des personnages, donc les problèmes sont mis en scène. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut nous toucher plus profondément quand on lit un roman et qui peut nourrir notre réflexion et nous toucher en tant qu'humain davantage qu'un essai théorique par exemple. Et quand on lit les essais théoriques de Tolstoï, je pense que ça a été beaucoup plus passé sous silence dans l'histoire justement, pour cette raison-là. Parce qu'il n'atteint jamais ce qu'il arrive à atteindre dans ses romans, une espèce de paroxysme, de dilemme existentiel. Pourquoi avoir choisi précisément Anna Karénine? Quel était l'avantage? Alors, il y a, je dirais, deux raisons principales par rapport aux trois. Il y en a trois en tout, disons, vraiment des majeurs. C'est que dans Anna Karénine, d'abord, il y a un thème qui m'intéressait plus particulièrement, le thème de l'existence, alors que dans Guerre et Paix, par exemple, ce serait plus la philosophie de l'histoire. Et aussi, c'est que c'est un roman qui a une place très particulière dans la vie de Tolstoï. Parce que c'est vraiment un moment clé, un roman clé qu'il a écrit dans un moment charnière. Tolstoï avait 50 ans quand il a commencé à écrire Anna Karénine et il était à l'apogée de sa carrière. Donc il vivait dans son domaine de Yasnaya Poliana avec sa femme, ses enfants, il avait une situation établie, il était reconnu comme écrivain dans toute la Russie. Et il a commencé à écrire de nouveau un roman historique. Et tout d'un coup, il s'est arrêté en chemin en se disant « non, ça va pas du tout ». Tout d'un coup, j'ai dans ma tête une femme qui commet du mal et qui va être prise dans cette existence du corps. Puis c'est parti comme ça, il en parle à un moment donné, un matin à sa femme, et il se met à écrire Anna Karénine et ça va lui prendre de 1873 à 1878. Mais ce qui se passe juste après 1878, c'est que tout d'un coup, il décide de renier tout ce qu'il a écrit, d'arrêter toute son existence et de commencer à vivre comme un paysan.
Et donc dans Anna Karénine, on a toutes les germes de sa crise. Toute sa vie est remise en question dans Anna Karénine. Donc c'est ça qui est vraiment fascinant. Et c'est pour ça que c'est vraiment un roman qui est vraiment un roman existentiel. Dites-moi, comment est-ce que concrètement, en tant que chercheur, vous faites pour étudier cette œuvre-là? Alors la façon dont moi j'ai procédé, c'est que évidemment j'ai énormément lu le roman, sélectionné, regroupé les passages par thème, beaucoup décortiqué. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Constantin Lévin, c'était vraiment l'incarnation fictive de Léon Tolstoï. Donc moi j'ai beaucoup procédé en utilisant la correspondance et les journaux intimes de Tolstoï. Tolstoï a énormément écrit tous les jours, que ce soit à ses amis ou pour lui-même. D'ailleurs, il cachait toujours sur lui-même un petit carnet. Donc moi j'ai vraiment fait beaucoup de recoupements comme ça. J'ai aussi beaucoup étudié ce que Tolstoï lisait pendant qu'il lisait Anna Karénine. Ce qui permet par exemple de faire des recoupements à la fin d'Anna Karénine, la 8e partie. Tolstoï a inséré des vers d'un poète qu'il aime vraiment beaucoup, puis on peut lire en filigrane justement, donc retrouver toute la toile, toutes les pensées de Tolstoï pendant qu'il était en gestation de cette œuvre-là. Quels sont les thèmes essentiels que vous êtes parti rechercher dans l'œuvre de Tolstoï? Alors au début, il y en avait beaucoup et il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de traiter, notamment le thème du langage, le problème d'arriver à dire ses pensées, ses sentiments. Il y avait le thème de l'amour, évidemment, le thème d'autrui. Puis j'ai dû faire un tri, bien sûr, parce qu'on est obligé de sélectionner. Donc moi, j'ai travaillé le thème de la mort, parce que Tolstoï a été obsédé par la mort toute sa vie. Et la mort, c'est vraiment le point de départ d'un questionnement existentiel. Quand on prend conscience de sa propre mort, de sa mort individuelle, c'est là qu'on se met à se dire « mais pourquoi j'existe? Qu'est-ce que c'est le sens de ma vie ?» Donc ça, c'est vraiment le point de départ de la question existentielle de Tolstoï. Et dans Anna Karénine, Tolstoï, c'est ça qui est absolument extraordinaire, traite la mort sous tous ses prismes, c'est-à-dire à la fois le rapport qu'on a à la mort quand on voit quelqu'un d'autre mourir, le rapport à la mort de la femme et de l'homme qui est différent, mais aussi le rapport du mourant à lui-même. Et dans le roman, c'est ça qui est extraordinaire pour traiter d'un thème comme la mort, c'est qu'on est plongé avec le mourant dans la conscience de la vie qui quitte le corps, puis la conscience de soi. Ça, c'était un des thèmes que j'ai traités. Le deuxième thème que j'ai traité dans mon mémoire, c'est plus un thème lié aux lieux. En fait, il y a vraiment deux lieux principaux dans Anna Karénine, c'est la ville et la campagne, qui sont reliés par le chemin de fer, qui est aussi un symbole très important. Et ces deux lieux-là s'opposent vraiment énormément. Et on peut vraiment faire une distinction, un fossé entre d'un côté les personnages qui appartiennent à la campagne et ceux qui appartiennent à la ville. Et évidemment, ceux qui appartiennent à la campagne sont plus positifs pour Tolstoï. Parce que, en fait, Tolstoï essaye de montrer que les lieux ont une influence sur notre identité, sur notre rapport à soi. Et il va dire qu'à la campagne, on a un rythme qui est plus naturel, on a un rapport à la nature. Et le fait d'avoir un rapport à la nature, ça nous donne notre place dans le monde. Si on sait écouter la nature, si on sait apprendre de la nature, on sait devenir qui on est. C'est très important. Ce qui est important, c'est de trouver qui on est. Alors qu'en ville, c'est tout le temps l'artificiel, c'est tout le temps le corps, c'est tout le temps le paraître, c'est tout le temps la vitesse. Justement, le chemin de fer apporte la vitesse. Et donc les personnages n'arrivent plus, ils sont perdus, ils ne trouvent plus leur identité. Et Anna Karénine, c'est ça, c'est quelqu'un qui se perd, qui perd son identité. Parce qu'elle est abusée par le mondain, l'artificiel. Qu'est-ce que vous aimeriez, au travers de votre recherche, léguer aux personnes qui vous liront? Je pense mon amour de la lecture et de Tolstoï. Je pense que Tolstoï est vraiment un auteur à redécouvrir. Puis un des plus grands plaisirs que j'ai quand j'en parle de ce sujet-là ou quand je fais des conférences, c'est qu'à la fin, les gens viennent me voir et me disent « j'ai envie de lire Anna Karénine ». Philippe Hadot, merci. Merci à vous. Parce que la recherche universitaire a des impacts directs sur la société, Luc Beaulieu, qui représente la faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels, a décidé de mettre en place un système d'aide à la prise de décision pour les gestionnaires œuvrant dans l'entretien des réseaux routiers non revêtus. Luc Beaulieu, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels. Chose particulière, vous faites un doctorat sur mesure en ingénierie des infrastructures routières. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire un tel doctorat? En fait, le doctorat sur mesure qui est mis en place pour les étudiants qui ont un objectif de formation qui est multidisciplinaire. Donc, une formation qui est à la frontière entre plusieurs domaines du savoir. Dans mon cas, plus précisément, le génie civil, les sciences d'aide à la décision et les sciences forestières. Le but étant justement de ne pas faire un doctorat qui est seulement dans un bureau, mais de faire un doctorat qui est à la fois dans le bureau, à la fois
sur le terrain et en partenariat avec une entreprise. Donc, c'est un petit peu un premier pas que tu fais sur le marché du travail. Donc, on s'acclimate avec le marché du travail tout en même temps avoir une formation de niveau doctorat. Comment est-ce qu'un doctorant se retrouve à travailler directement avec une entreprise? En fait, Junex Inc., qui est une compagnie qui produit une saumure naturelle, donc une eau salée qui est environ 10 à 12 fois plus salée que l'eau de mer. Puis, c'est donc un produit hygroscopique, donc qui ont des bonnes caractéristiques pour un abat poussière. Un produit hygroscopique, ce que ça fait, c'est que ça va retenir l'humidité de l'air. Donc, il va y avoir une humidité au sol, donc ce qui va empêcher, lors d'un passage de véhicule, de soulever la poussière. Une fois que la saumure, cette eau extrêmement salée, a été découverte, comment est-ce que vous intervenez, vous? Oui, bien, cette eau-là, c'est bon à savoir que ça fait environ 400 millions d'années qui est dans le sous-sol, donc dans le souterrain. L'entreprise Junex, un de ses nombreux projets, c'était d'extraire cette saumure-là. Pourquoi? Pour faire un réservoir naturel souterrain pour le stockage soit du gaz naturel ou soit du CO2. Mais évidemment, pour faire ce réservoir naturel-là, il faut extraire la saumure naturelle. Junex n'avait pas vraiment d'intérêt pour cette saumure naturelle-là au début, évidemment, ne serait-ce que pour extraire, pour faire un réservoir naturel. Donc, le but étant de valoriser cette saumure-là, qui, a priori, est vue un petit peu comme un déchet, donc de faire une valorisation pour l'utiliser et pour que ce soit, dans le fond, un autre bénéfice pour l'entreprise. Dites-moi, dans le cadre de votre étude, qu'est-ce que vous avez fait de manière précise? Oui, bien, le but de mon doctorat était le développement d'un système d'aide à la décision pour la gestion de l'entretien des routes non revêtues. Donc, gestion de l'entretien qui doit être faite en fonction de deux choses principales. En fonction du contexte de la route et en fonction des objectifs du gestionnaire. Donc, pour ce faire, il y a deux bases de données qui ont dû être créées. Pour créer ces bases de données-là, évidemment, on a fait des essais sur le terrain qui ont duré environ 4 ans. Donc, premièrement, pour les objectifs du gestionnaire, il y a différents essais qui ont été réalisés sur le terrain, donc des sections de route d'environ 500 mètres qui ont été construites. Et il y a différents produits à bas poussière et stabilisants qui ont été épandus sur ces différentes sections. Ensuite, il y a un suivi de la performance des différents produits qui a été fait. Un suivi qui a été fait au niveau environnemental, de niveau opérationnel, de niveau économique et en ce qui a trait à la santé et à la sécurité. Une fois que vous avez fait ce travail-là, comment est-ce que vous permettez à l'ingénieur d'être plus autonome? Bon, là, évidemment, ce n'est pas tout d'avoir défini ou de trouver le produit qui correspond le mieux aux objectifs du gestionnaire. Il reste encore des questions, entre autres, quel est le taux de pose optimal du produit qu'on a choisi? Le taux de pose optimal qui dépend du contexte de la route. Donc, encore là, une autre base de données a été créée, d'autres essais de laboratoire et de terrain ont été faits pour déterminer les taux de pose optimaux qui, eux, dépendent du contexte de la route, qui est pris en compte par la minéralogie, granulométrie, le climat, les sollicitations mécaniques et le type de section de route à traiter. Donc, rapidement, la minéralogie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le type de matériau granulaire. Est-ce que c'est du gneiss granitique, du basalte, du calcaire? La granulométrie, qui est le dimensionnement, l'étalement du diamètre des différentes particules. Le climat, qui est pris en compte selon les précipitations. Les sollicitations mécaniques, qui est est-ce qu'on est dans des routes forestières, donc des charges lourdes, des camions hors normes, ou on est, par exemple, plus dans un contexte d'une ZEC, des VTT, des véhicules de plaisance, donc des charges plus légères. Et le type de section de route à traiter, est-ce que le type de section fait en sorte de rendre plus agressif le contexte de la route? Donc, est-ce qu'on est dans une courbe prononcée, une dénivellation importante, une approche de ponceau, une zone de freinage ou d'accélération? Donc, ces différentes variables-là ont été changées pour pouvoir déterminer dans les différents contextes
possible, quels sont les taux de pause optimaux de chacun de ces produits-là. Quelle importance ont pour vous les sciences d'aide à la prise de décision? À long terme, moi, ce que j'espère, c'est que les sciences à la décision fassent l'objet d'une utilisation plus fréquente dans des problèmes, pour résoudre des problèmes généraux en ingénierie. Donc, les sciences à la décision, qui sont un outil qui est très puissant, qui permet de prendre des décisions à la fois rigoureuses et transparentes d'un problème qui est complexe. Rigoureuse parce que c'est une méthode qui est définie, déterminée pour trouver une solution, et transparente parce que le gestionnaire qui prend la décision le fait selon une méthode, donc tout le monde sait comment ce gestionnaire-là en est arrivé à cette solution-là. Est-ce à dire que vous aimeriez continuer dans cette voie-là? Oui, exactement. D'ailleurs, je vais débuter prochainement un post-doctorat en Ontario, au Collège militaire royal, pour utiliser encore une fois les sciences d'aide à la décision, mais pour évaluer l'influence qu'a sur les routes les changements climatiques. Luc Beaulieu, merci. Merci. Revoyez ou découvrez les émissions de Cogito sur ulaval.tv. Prochainement, il sera question de droit international appliqué à l'environnement, des relations entre stress et conditions cardiovasculaires et du cancer du sein. Au revoir.